Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Éric Fournier, directeur département grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé. C'est votre topo en ce vendredi 29 juillet 2022. Cette semaine, encore une fois, pour ceux qui pensaient que la volatilité, excusez, était vraiment derrière nous, que le marché se calmait, on repassera, hein, c'est reparti de plus belle, disons ça comme ça. Après des reculs importants dans les dernières semaines, les marchés ont connu un rebond surtout pour certains produits, un rebond je pourrais dire, plus qu'intéressant, ou désintéressant si on est acheteur. Euh, Qu'est-ce qui a causé tout ce brouhaha, disons-le? Premièrement, un facteur météo, hein, dans pleine période de pollinisation, de remplissage des gousses pour le soya, etc. aux États-Unis, les températures secs et chaudes, donc rime avec un peu de nervosité sur les marchés. On commence à parler de recul des rendements dans le maïs, donc tout ça vient aider les marchés à rebondir. Autre élément, si vous vous souvenez, la semaine dernière, vendredi dernier, en fait, il y a exactement une semaine, l'Ukraine et la Russie signaient une entente pour que le grain ukrainien puisse sortir par la mer Noire. Pas plus tard que le samedi matin, les Russes bombardaient déjà le port d'Odessa, qui est un des plus importants ports pour le grain, en fait, pour les exportations de grains. Ça s'est continué au cours de la semaine, ces bombardements-là, donc beaucoup de blabla, mais peu de réel, donc on peut dire que les Russes, dans ce dossier, n'étaient pas vraiment de bonne foi. Je pense qu'on achète du temps, et on essaye de, comment je pourrais dire ça, de refaire notre image sur la scène internationale, là, un peu. Je pense que c'était plus un coup de pub qu'autre chose. On l'avait dit quand ils ont signé ça, attendons de voir, là, tant que les bateaux ne bougent pas, on verra. Ce que je lisais aujourd'hui, le premier bateau pourrait partir du port malgré tout aujourd'hui. On verra, là, ça sera à suivre dans les prochaines semaines, mais évidemment, c'est un marché, c'est un élément très positif pour les marchés. Là. Ça a relancé là, le marché à terme, et dans le blé et dans le maïs, deux produits d'exportation importants pour l'Ukraine. Maintenant, du côté du maïs, si vous regardez le marché, ce que ça a donné, hein, on termine la semaine avec un bond de 8,6%, quand même un bond assez intéressant des prix. On termine la semaine, ici on a le contrat de la prochaine récolte, là, on termine à 6,22 écarts. Si on va voir nos indicateurs techniques, je vais me rendre ici, on va aller voir ça plus en détail. Vous voyez que l'indicateur principal, la moyenne des indicateurs est au neutre, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas vraiment de tendance actuellement dans le marché, même s'il y a eu une hausse. C'est-à-dire que le marché est comme entre deux. Hein. On avait eu un fort recul. Maintenant, on a une reprise des prix. Là, avec des indicateurs comme ça, plus au neutre, ça nous indique peut-être que la hausse commence déjà à s'essouffler. On l'a senti un peu dans la séance d'aujourd'hui. Hein, ça a parti quand même plus fort. On a terminé presque inchangé là, aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Mais pour le moment, le marché manque peut-être un peu de nouvelles fraîches pour relancer le marché à des niveaux plus élevés en ce qui concerne le maïs. Côté de la fève soya, vous voyez, hein, c'est le contrat aussi de novembre, là, le contrat de récolte là, pour la fève soya. Vous voyez qu'au cours des 2 dernières semaines, le rebond a été excessivement important. Cette semaine seulement, c'est une hausse de 13% de la valeur du contrat de novembre. Donc, extrêmement positif présentement. Puis si on va voir les indicateurs techniques à ce niveau-là, on y arrive. On n'est pas ce n'est pas la même chose du tout que dans le maïs. Hein. Vous voyez que la majorité des indicateurs sont présentement en mode fort achat. Quelques indicateurs au neutre, hein, ce qui nous laisse une moyenne qui est présentement en fort achat. Est-ce que ça va tenir au cours des prochaines semaines? On verra, mais présentement, le momentum est très positif en ce qui concerne le contrat de novembre pour la fève soya. Maintenant, du côté du tourteau, ça aussi c'est un autre élément cette semaine qui cause des maux de tête. Hein. À chaque fois qu'un contrat vient à échéance, l'échéance en fait vient dans 2 semaines, là, mais 2 semaines avant l'échéance, il faut rouler les contrats. Ici c'est le tourteau de soya. Si vous avez des contrats qui étaient sur le mois d'août en fait, puis que le prix n'était pas fixé encore, à ce moment-là vous tombez sur l'échéance de septembre. L'écart à la fermeture ce soir, je l'ai mis en rouge, là, 51$ la tonne courte, d'écart entre le contrat d'août et le contrat de septembre. C'est extrêmement élevé.
C'est des valeurs, j'ai pas validé dans le temps, mais si c'est pas des valeurs qui sont records, j'imagine qu'ils doivent être assez près des records parce que c'est pas des chiffres qu'on voit très souvent. Dans la période précédente de juillet à août, on avait terminé à quelque part autour de 40$, donc c'est quasiment 10$ de plus cette fois-ci pour cet écart-là. Je risque de me répéter un peu, mais ces accords-là, ce qu'on appelle les spreads. C'est-à-dire que si votre prix n'était pas fermé, ben votre base qui était, je sais pas, on va faire des chiffrons, votre base qui était de 50$, ben on en vaut maintenant 101$ présentement. Par contre, plutôt que prendre la référence de août, qui est à 495, ben à ce moment-là, on prend la référence de septembre, terminé ce soir à 444, là, si je me trompe pas. Ce qui fait en fait que ça ferait le même prix, mais ce que je retiens de tout ça, c'est que quand on est arrivé à l'échéance de juillet, on avait un spread qui était entre 30 et 40$, un contrat de juillet qui était à 430, et là, on se retrouve avec un contrat d'août qui termine à des valeurs, en début de semaine, il était à ces valeurs-là, autour de 430, les mêmes valeurs de juillet, donc le 30-40$ qui avait été mis en surplus sur notre base, on se retrouve avec un contrat qui est aussi cher maintenant, et même plus, avec la hausse qui est là, qui est encore plus importante, donc ça fait nécessairement augmenter le prix final. Même si le spread en fait ne change rien. Mais au fil des 4 dernières semaines, on peut dire ça comme ça, ça a fait augmenter le prix du tourteau de soya. Et comment je pourrais expliquer ça? Une certaine rareté dans le marché, disons ça comme ça, stimule la valeur des bases, ce qui fait en sorte que le tourteau de soya cette semaine, au niveau des ventes, a dépassé les 800, le seuil psychologique du 800$ la tonne. On était venu tout près cet hiver, mais là maintenant on est passé au-dessus de cette marque, malheureusement pour les acheteurs, mais le tourteau de soya risque de rester quand même assez cher d'ici à ce qu'on tombe là, dans les contrats. Ce qu'on peut dire, c'est pas de la récolte en tant que telle, mais ce qu'on appelle les contrats d'octobre, là, les contrats de nouvelle récolte. Donc on peut s'attendre à payer le tourteau de soya assez cher, merci. En tout cas, présentement, il va falloir que le marché à terme collabore un peu pour ramener les prix sous la barre des 800. Mais c'est les valeurs qu'on a présentement, malheureusement, dans le tourteau de soya. Vous voyez, au cours de la dernière semaine, elle a aussi une augmentation de 14% de la valeur du contrat ici c'est le contrat d'AOU. Si on va voir sur le plan technique, sur que l'AOU est presque terminé, là, mais vous voyez que le momentum est extrêmement positif présentement pour le contrat d'AOU. Du côté du blé, ce qui se passe évidemment en Ukraine a eu une certaine influence sur la valeur des contrats de blé. Vous voyez, au cours de la dernière semaine, ça a été une augmentation, mais ça a été beaucoup moins marqué que dans le cas du maïs ou dans le cas de la fève soya. Vous voyez, c'est une augmentation de 1%. Ici, j'ai pris le contrat, c'est le contrat de septembre, là, c'est le contrat on peut dire en guillemets, de récolte. Là. On termine la semaine à 8 €, mais c'est une augmentation de seulement 1%. Ça termine pour ça. Maintenant, si on va voir du côté de la viande, cette semaine, je vais essayer de faire ça un peu plus court que la dernière capsule que j'avais fait. Là, j'étais parti. C'est sûr, quand il sort des rapports importants, faut prendre le temps de les regarder. Là. Mais je vais essayer de vous faire ça un peu plus bref. Maintenant, du côté de la viande, vous voyez ici, le contrat d'AO est rendu au-dessus de la barre des 120$ du 100 livres. Il n'y a pas de cela si longtemps. On disait que si on réussit à aller chercher 110, on va être très 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 heureux. On est maintenant rendu à presque 121. La découpe approche la barre psychologique des 130. Donc là aussi, tu sais, on pense, en tout cas, pour ma part, j'imaginais un prix de part pour l'été dans les 130. Il aura fallu attendre le mois d'août pour aller presque y toucher. Possiblement que la semaine prochaine, la découpe va passer cette marque. Mais tout ça pour dire que ça reste extrêmement positif pour le marché à terme qui, surtout le contrat d'août, doit aller se coller sur la valeur au comptant. Son échéance est dans seulement 2 semaines. Dans les 10 prochains jours ouvrables, en fait, là. Donc, c'est pourquoi la hausse du contrat d'août est aussi rapide. Pour ce qui est du contrat d'octobre, qui vaut environ 96 sous, celui-là, ben, va probablement se faire tirer un peu par le haut là, quand le contrat d'août va venir à échéance, parce qu'évidemment, si le prix au comptant reste dans ces valeurs-là, ben, vous comprenez que l'accord entre les deux devrait être comblé à un moment donné. Par contre, ben, il reste 2 mois, en fait, un petit peu plus que 2 mois avant l'échéance du mois d'octobre, donc il peut s'écouler beaucoup d'eau sous les ponts, disons ça de même. Donc, il peut arriver encore beaucoup de choses. Mais ça reste extrêmement positif présentement dans le port. Si on voit ce que ça nous donne en dollars, vous voyez qu'en dollars américains, on n'est pas tout à fait sur les sommets du printemps, mais si on ramène ça en dollars canadiens, et bien voilà. Ça nous donne un beau 315, un petit peu plus que 315$ du 100 kilos. Qui est présentement un sommet pour l'année, puis il faudrait que je valide, mais je crois que l'année passée, on n'avait pas été dans des valeurs aussi élevées. C'est toute réserve.
Maintenant, je vous ai préparé un autre petit graphique concernant le prix des grains et le prix du porc. J'ai reculé les 5 dernières années pour voir la relation qui existe entre la valeur des contrats de porc, le prix du maïs et le prix du tourteau. Ici, dans le graphique, ce qui est en bleu, ben, ça demeure notre contrat de porc. La ligne qui est en orange, c'est la valeur des contrats de maïs, et celle qui est en turquoise, celle des contrats de tourteau de soya. Vous voyez que quand même, la relation est quand même assez, je ne dirais pas parfaitement, mais assez corrélée. Donc, c'est-à-dire quand tu as des hausses de prix importantes pour un, ben, souvent les autres suivent aussi. Donc, la relation entre un prix de grain cher et un prix de porc cher, ben, on le voit ici là, sur le graphique. J'ai fait quelques petits calculs. Hein, le ratio prix du porc avec le coût en maïs, en fait, là, depuis le début de l'année, de janvier à juin, ça donne un ratio environ de 2. Présentement, ce ratio-là est à 2,9. Et si on regarde pour les 12 prochains mois, ça donne un ratio environ de 2,3. Ça reste des valeurs historiquement basses, c'est-à-dire que plus ce ratio, plus le chiffre est gros, plus c'est rentable, disons ça comme ça, plus la marge après le coût du maïs est grande. On tourne normalement en moyenne autour de 3 à 4 là, en termes de ratio. Donc vous voyez que présentement on est à 2,9, donc on se rapproche de la normale au niveau de cet été, mais comprenez que les contrats d'automne et d'hiver sont moins chers. Par contre, on prévoit des prix de grains moins élevés, mais même avec ça, ça me donne un ratio qui recule à 2,3. Donc, la marge après le coût de maïs pour faire un porc reste quand même plus mince que ce qu'elle était historiquement, même avec des prix qu'on voit là, des prix records. Si on va voir du côté technique, j'avais oublié, je vais revenir. Ça arrive des fois, hein, ça. Vous voyez le prix du porc, le prix du contrat d'août cette semaine, une augmentation de 4%. Si on va voir sur le plan technique, j'aurais peut-être été mieux d'aller voir le contrat d'octobre plan technique, vous voyez que c'est extrêmement positif. La majorité des indicateurs sont présentement pas en achat, mais en fort achat. Donc, tant et aussi longtemps que le prix au comptant va demeurer en hausse ou demeurer au niveau actuel, mais je pense que le momentum va rester extrêmement positif pour le porc. Et ce qui est à surveiller présentement dans le porc, bien évidemment, ça sera pour les contrats 2023. Ça fait déjà 2 ans que le prix est à des niveaux très très élevés, en tout cas historiquement élevés. Est-ce qu'il va le demeurer en 2023? Quand on regarde les pronostics, il y a de fortes chances que oui. Mais comme il peut arriver beaucoup de choses d'ici là, surtout qu'on parle de ralentissement économique, il peut avoir un impact quand même important sur la consommation de porc, consommation de viande en général. Ça pourrait peut-être arriver avec des prix qui sont un peu moins intéressants que ce qu'ils étaient cette année ou l'an dernier. Donc, avec les niveaux de prix qu'on a actuellement, la marge pour les 2023, la marge de profit pour 2023, c'est une estimation, parce que vous comprendrez que les prix des grains, c'est vraiment en fonction du marché à terme, parce qu'on n'a pas vraiment d'achat physique de fait jusqu'au 31 décembre 2023. Et dans le porc, même chose, hein, on prend le marché à terme pour faire une estimation de tout ça, mais en début de semaine, cette marge-là tournait à peu près autour de 0. Donc, il en manque encore un peu pour que ça devienne intéressant, mais c'est à surveiller de très près, parce que si on attend peut-être le 20$ de marge, ça arrivera probablement pas. Donc, ça pour dire qu'avec des hausses supplémentaires de prix de porc ou des baisses ou un recul du prix des grains, pourrait faire en sorte qu'on pourrait avoir une marge de 5 à 10$ pour l'année 2023. Donc, ça pourrait être intéressant à commencer à aller protéger certaines marges. Ça terminerait pour le porc. Au niveau de la devise, ben, cette semaine, ce qui retenait l'attention, la Fed, hein, l'annonce, de combien est-ce qu'elle a augmenté son taux directeur. Le Canada, il y a de cela 3 semaines, il est allé d'une augmentation de 1%. La Fed est allée comme à sa précédente hausse. On est demeuré dans les 3/4 de point, donc à 0,75%. Sur ça, le dollar canadien a quand même réagi assez positivement. Sur une note plus négative, je pense que c'est ce qui soutient présentement le dollar canadien. Les données de PIB américains ont sorti hier. On avait une décroissance du PIB dans les trimestres de 0,9%. Cette décroissance-là était de 1,6 au premier trimestre. Donc, pour ceux qui ont certaines notions économiques, 2 trimestres d'affilée avec des reculs du PIB, c'est la définition d'une récession. Donc, l'économie américaine est, je ne dis pas qu'elle est en récession, mais techniquement, en tout cas sur papier, on est en récession aux États-Unis. Et si le recul devait se confirmer encore pour le 3e et 4e trimestre, ben c'est sûr que là, présentement,
ce serait officiel qu'on est en récession. L'administration américaine ne nie pas le fait qu'on a eu deux reculs du PIB, là, 2 trimestres d'affilée. Par contre, on ne dit pas qu'on est encore en récession car l'emploi va encore très très bien. Par contre, ces reculs-là du PIB sont peut-être un petit signe avant-coureur que l'emploi, à un moment donné, pourrait plafonner et peut-être se mettre à reculer. Donc, l'automne risque d'être assez chaud et le début d'année 2023 à ce chapitre. Donc, ça va être à suivre dans les prochains mois, en fait. Là. Puis la Fed nous a parlé d'une augmentation peut-être plus modérée je pense que la prochaine rencontre est prévue en mois de septembre pour la Fed. Et on parlait d'une augmentation possiblement pas de 3/4 de point, mais peut-être plus d'1/4 ou une demi. Donc, on verra. Et la Banque du Canada, dans tout ça, est-ce qu'elle va être plus agressive? Ça aussi, ça va être à suivre de près, parce que ça va avoir un impact là, potentiel sur la valeur de notre devise. Parce que des hausses plus rapides au Canada pourraient permettre de soutenir notre dollar. Alors qu'à l'inverse, ça pourrait le faire reculer. Mais on est revenu, vous voyez, on termine la semaine à 78. On avait passé sous la barre des 77 il y a de cela une semaine ou deux. Et tranquillement, pas vite, on remonte. Vous voyez la tendance là, sur le graphique est repartie à la hausse. Donc, si l'économie canadienne donne des signes, peut-être, comment je pourrais dire ça, pas de meilleure performance, mais des signes moins inquiétants là, de ralentissement économique, ben, ça pourrait aider à continuer à relancer le dollar canadien à ce niveau-là. Donc, comme chose promis, chose due, j'ai fait ça un peu plus court, pas tant quand je regarde le temps que ça a pris. J'espère une fois que ça a été encore intéressant et instructif pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, hein, c'est toujours la même chose. Vous pouvez m'écrire au efournier@bernardbreton.com ou vous pouvez tout simplement me téléphoner au 418-475-6641, poste 147. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci, bonjour.